à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de cette édition. Nous sommes le 21 décembre, jour de la fin du monde, à en croire un certain nombre de prédictions. Les habitants de la région vivent-ils leurs derniers instants réfugiés dans une grotte ou au contraire en réalisant les folies les plus douces? Enquête à Nîmes dans votre JT. Alès, capitale régionale des arts circassiens, un pôle national du cirque est installé dans l'ancienne friche industrielle de la Verrerie, un lieu de résidence et de création pour des artistes de tous horizons. Le MHB finit bien l'année. Les handballeurs montpelliérains ont largement battu Chambéry, 33-22 hier soir à l'Arena. Et puis en fin de journal, je vous emmène à Nîmes découvrir les projections monumentales du Théâtre de Lumière, un spectacle poétique pour les fêtes de fin d'année. La fin du monde, c'est donc aujourd'hui. Selon un certain nombre de prédictions, le solstice d'hiver 2012 est censé être le dernier jour sur notre Terre, appelé à disparaître, et que ce soit par l'impact dévastateur du météorite, le débarquement d'extraterrestres vengeurs ou encore suite à une inversion des pôles magnétiques. Une chose est sûre, c'est aujourd'hui qu'il fallait profiter de la vie. Olivier Michel a vécu cette ultime journée pour nous à Nîmes. Pour la fin du monde, prends ta valise. Même si l'on ne sait plus qui l'a prédite, d'Hollywood ou du calendrier Maya, la fin du monde est pour aujourd'hui. Et à y regarder de plus près, c'est vrai que ce matin, certains comportements avaient tout d'apocalyptique. Certains parents ont même amené leurs enfants à l'école. J'espère qu'ils sont encore là ce soir, et moi aussi. On les laisse à l'école et nous on en profite pour le dernier jour. En profiter de cette fin du monde, mais pourquoi faire? Voir ma famille, construire un bunker comme il y en a qui font là. T'es pas assez tout mon fric. Hein. J'irai m'acheter un bijou, je crois. M'amuser, faire la fête. En bref, profiter des plaisirs de la vie, de ceux qui brillent, de ceux qui fondent dans la bouche, ou peut-être de ceux que l'on partage à deux. Est-ce qu'il y a une hausse de vente de préservatifs? Rien de particulier dans ce domaine. Hein. On ne procrée pas plus en cette journée de fin du monde. De Viagra peut-être? Même pas. De là à penser que les Nîmois préfèrent mourir riches qu'heureux, il n'y a qu'un pas vers le buraliste. Et en effet, les 100 millions de l'euro-million font recette. Si c'est la fin du monde, vous toucherez pas votre cagnotte? Je ferai pour ceux qui vont me succéder, les survivants, disons. Il y aura bien quelqu'un qui empochera pour moi. Hein. Le bon Dieu, il empochera pour moi. Le bon Dieu peut-être, mais la Française des Jeux sûrement. Là encore, tout est affaire de croyance. Et rassurez-vous, Olivier Michel va bien, en tout cas physiquement, il n'est pas blessé. Il aurait braqué une dizaine de pharmacies en un mois. L'homme interpellé hier alors qu'il commettait un hold-up dans une officine avenue Louis Ravas à Montpellier n'en serait donc pas à son premier braquage. Et s'il a été arrêté hier en flagrant délit par la brigade anticriminalité de Montpellier, c'est grâce à plusieurs semaines d'enquête et d'étroite collaboration entre la police et la gendarmerie. Écoutez. L'interpellation qui a eu lieu hier après-midi vers 15h40 d'un individu qui venait de commettre une dizaine de vols à main armée depuis environ un mois sur la ville de Montpellier et sa périphérie, Castelnau-le-Lay et Carnon, est le fruit d'une coopération intelligente entre deux services, la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Castelnau-le-Lay et la brigade criminelle de la sûreté départementale de l'Hérault. J'insiste sur cette coopération intelligente parce que cela signifie que lorsque deux services différents travaillent ensemble, main dans la main, partagent les renseignements, partagent les techniques d'investigation, eh bien cela améliore la qualité de la police judiciaire et ça favorise l'interpellation des auteurs d'infractions. Grâce à cette coopération, la BAC de Montpellier a pu interpeller hier après-midi l'auteur d'environ 10 vols à main armée. Plus de 40 personnes licenciées du jour au lendemain par la Phocéenne de transport dans le Gard. À Nîmes, ce sont 20 salariés qui sont concernés, 24 à Alès. Dans le Vaucluse, d'autres personnes déclarent avoir été renvoyées sans préavis fin novembre par la société de transport basée dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, ils étaient une trentaine d'ex-employés de la Phocéenne réunis devant Pôle emploi à Nîmes. Une manifestation à l'appel du syndicat CGT qui a un double objectif. D'une part de faire valoir les droits des salariés puisque ils ont été privés à la fois de leurs documents et du fait qu'ils puissent avoir une rémunération, hein, puisque du jour au lendemain on les a mis à la porte. Ce patron s'abrite sur des motifs économiques qu'il n'a pas respectés, donc il n'y a pas eu de plan de sauvegarde d'emploi dans l'entreprise.
Le Royal Pic Saint-Loup n'est décidément pas prêt à voir le jour. Lancé en 2005, le projet de cinéma à Saint-Gély-du-Fesque, au nord de Montpellier, a une nouvelle fois été retoqué. Le tribunal administratif de Montpellier vient d'annuler le permis de construire du multiplex qui devait compter 8 salles et 1500 fauteuils. Un projet dénoncé par plusieurs associations de riverains, mais soutenu par le maire, Georges Vincent, qui ne baisse pas les bras et envisage à la fois de faire appel et de déposer un nouveau permis de construire. Le Conseil général du Gard a adopté un plan climat hier en Assemblée. La collectivité se lance 11 défis à relever entre 2013 et 2017 pour intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie de territoire, notamment en encourageant les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Pour sa part, le Conseil général s'engage à réduire de 5% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2014, un engagement qui va demander l'implication de tous, personnel et élus. On va faire en sorte d'avoir des voitures qui consomment le moins possible, et essayer de réduire nos déplacements le plus possible et de les faire par des transports en commun, essayer d'avoir des bâtiments avec des énergies renouvelables sur les toitures, essayer de tous les bâtiments que nous faisons au collège, etc., de les mettre aux normes d'isolation le plus fortement possible. Tout ça, je crois, rentre dans ce qu'on peut appeler un document pour un avenir durable et pour nos enfants, pour ne pas laisser à nos enfants une terre avec des couches d'ozone énormes, avec des dettes partout, etc. Donc on a fait ce peu. Je dis c'est peut-être une petite goutte d'eau dans la mer, mais vous savez c'est un grand pas aussi, comme disait quelqu'un, pour l'humanité. Voilà. Et à l'occasion de cette dernière session de l'année, Christophe Cavard a confirmé qu'il démissionnait de la vice-présidence du Conseil général du Gard. Le député Europe Écologie Les Verts qui se plie ainsi à la règle de non-cumul des mandats. C'est aussi l'intention de l'UMP, Elie Abou. Le député de la 6e circonscription de l'Hérault, fraîchement élu, l'a annoncé en exclusivité sur le plateau de TV Sud hier soir. Il va abandonner son siège de premier adjoint au maire de Béziers début janvier. Il devance ainsi le projet de loi que le gouvernement socialiste veut faire adopter d'ici 2014 et qui interdirait le cumul d'un mandat national et d'un mandat exécutif local. Écoutez. Je n'ai pas demandé cette loi. Je ne l'ai pas demandé. Je prends ma décision, Information TV Sud, à partir de début janvier, j'abandonne. Avant la loi, j'abandonne mon mandat local. Elie Abou qui était interrogé par Olivier Roiran hier sur le plateau des aléas du direct. Dans les années 80, la verrerie d'Alès était un squat qui servait de refuge et de lieu de répétition au peuple circassien, clowns, acrobates et musiciens qui ont renouvelé les arts du cirque en profondeur. Aujourd'hui, c'est un lieu dédié à la création avec des locaux adaptés aux répétitions et des logements. Le pôle national des arts du cirque du Languedoc-Roussillon a été inauguré début décembre. Reportage Vincent Pereira pour midilibre.fr. Les pôles nationaux des arts du cirque ont été créés voici 3 ans. Il en existe 10 en France. La région Languedoc-Roussillon en possède un situé à Alès dans le quartier de Rochebelle. Installé dans une ancienne verrerie, les locaux ont été inaugurés début décembre. Là maintenant cette verrerie est prête. Il y a un espace chapiteau qui est derrière la verrerie. Il y a un centre d'hébergement. Les artistes qui viennent ici travaillent dans la salle, habitent sur place. On a une capacité d'environ 30 personnes. Il y a 13 chambres. En fait, il y a un lieu de vie, il y a des salons. C'est un lieu où les artistes viennent écrire, répéter, travailler leur spectacle dans de bonnes conditions. Les compagnies ne s'y sont pas trompées. C'est un lieu qui nous accueille et qui nous met dans des conditions de création qui sont optimales. On a un lieu pour travailler, on a un lieu pour habiter, on a des conseils au bureau, c'est un lieu parfait pour créer. Souvent derrière, la plupart nous suivent derrière pour des festivals dont ils sont partenaires ou des événements qu'ils organisent, des choses comme ça qui peuvent nous suivre dans la région. Voilà, et ça devient aussi des partenaires, soit pour la création et pour la diffusion, quoi. Durant leur résidence, les artistes peuvent également se confronter au public à travers des rencontres plateaux proposées une fois par mois. Le public vient et participe comme ça, voit des gens qui répètent, discutent avec eux. C'est des moments à la fois très conviviaux et très constructifs pour l'œuvre elle-même. Et ça, c'est très important. Dans l'ancienne verrerie se trouve l'espace de travail de plus de 11 mètres de hauteur. Parfait quand on pratique la bascule. Au cours de cette saison, le pôle cirque aura accueilli 3 compagnies et leurs spectacles durant 400 jours de résidence cumulée, à la fois sur Alès et les 5 départements du Languedoc-Roussillon, et proposé 270 représentations à travers la région.
Et on ouvre à présent une page sport avec Cyril Jeunechamp, suspendu pour 1 an par la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle. La sanction est tombée hier soir pour le footballeur montpelliérain qui avait frappé un journaliste à l'issue d'un match le 17 novembre dernier, le défenseur du MHSC qui envisagerait de faire appel. Montpellier qui se rend à Lille pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Coup d'envoi du match demain à 17 h. Les handballeurs montpelliérains se sont largement imposés hier soir à l'Arena, le MAHB qui a pris le dessus dès la première mi-temps qui s'est achevée sur le score de 19-9. En seconde période, les joueurs de Chambéry n'ont jamais pu revenir au score. Ils se sont inclinés 33-22. Au Montpellier Handball, on se réjouit bien entendu de finir l'année en beauté. Les deux équipes sur ce début de saison étaient assez similaires. Les deux équipes, on a eu une période un peu de creux, on a souffert. Et là, depuis quelques matchs, autant Chambéry que nous, on commençait à bien revenir. Donc, on pensait que ça allait être un match en tout cas, qui allait se gagner sur vraiment le duel physique. Mais ce qui est bien aujourd'hui, je pense qu'on a gagné ce match parce qu'on a joué vraiment en équipe, en groupe. Tout le monde a été solidaire. Je pense que la défense, on a vraiment eu un gros bloc défensif qui a vraiment embêté Chambéry. Ils n'ont jamais vraiment trouvé les solutions pour nous passer. Donc c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être notre match le plus abouti de la saison collectivement en tout cas. En rugby, le MHR referme sa parenthèse européenne. Les rugbymen montpelliérains qui restent sur 2 victoires consécutives face aux Gallois de Cardiff restent maintenant à confirmer ses bonnes performances en top 14 avec un derby pour cette reprise de championnat. Montpellier affronte l'USAP demain à Perpignan, un premier match qui ouvre une série de rencontres compliquées selon Fabien Galtier. Dès le lundi, il faut tourner la page parce que on a des échéances qui arrivent là, qui s'enchaînent et qui sont très compliqué. On a une série de 6 matchs là, qui sont très compliqués. On n'a pas le temps de s'attarder sur les bonnes ou les mauvaises choses. Il faut enchaîner. Je pense que ça va être très difficile. Je ne suis pas devin, mais j'imagine que demain, ça va être compliqué. Perpignan-Montpellier, c'est demain à 18h30 au stade Émile Giral. Je vous emmène à présent à Nîmes où une partie du cœur de ville s'anime et s'illumine à l'occasion des fêtes de fin d'année. À la nuit tombée, la tour de l'horloge, les arènes et le musée de l'école des beaux-arts s'éclairent tour à tour et s'habillent de projections monumentales pour une promenade poétique. Reportage Olivier Michel. Spécialisé dans le vidéomapping, autrement dit la projection de lumière et de vidéos sur des volumes, voilà 3 ans que la société Cosmoave prend ses quartiers d'hiver sur le parvis des arènes de Nîmes. Cette année, le spectacle s'intitule « Arène de mes rêves ». On reste dans le thème de Noël aux arènes, c'est-à-dire quelque chose de très axé pour les enfants, mais une nouvelle approche, moins sur le jeu comme les 2 années précédentes, quelque chose qui est beaucoup plus comme une petite histoire. C'est au travers du regard des enfants qui réinventent les arènes. Qu'est-ce que seraient pour eux les arènes? Et un peu à la mode dessine-moi un mouton, on fait dessine-moi de nouvelles arènes. Autre et nouveau lieu de spectacle, place de l'horloge, où face à la verticalité de la tour, les créatifs de Cosmoave ont déployé des trésors d'imagination. Mais la véritable nouveauté, c'est l'arrivée de la 3D sur la façade de l'école des Beaux-Arts avec Fantasy 3D. On va utiliser des lunettes comme au cinéma pour avoir des sensations d'apparition et de choses qui nous arrivent dessus. On a l'impression qu'il faut les éviter et tout ça. Un peu comme on voit au cinéma des films en 3D mais en jouant sur la projection architecturale du bâtiment. Des cascades d'effets surprenantes à découvrir dès la nuit tombée et pour lesquelles il vous faudra chausser les fameuses lunettes rouges et bleues. Les 3 spectacles seront diffusés en boucle tous les quarts d'heure jusqu'à 21 h. À noter que fort du succès rencontré les années précédentes, la municipalité a rajouté 2 jours de projection, soit du 21 au 27 décembre. Et on se quitte sur ces images de la crèche géante de Frontignan. Comme chaque année depuis 14 ans, les 100 ans grandeur nature et moulés sur des personnes existantes forment cette crèche languedocienne typique dans un décor renouvelé chaque année. Cette année, le thème est la tonnellerie, un travail du plasticien Jean-Louis Delorme effectué avec des associations locales. Une installation à voir salle Jean-Claude Izot à Frontignan jusqu'au 6 janvier. Et pour l'épiphanie, le cortège des rois mages se joindra bien entendu aux autres 100 ans.
C'est la fin de cette édition. L'actu fait une pause sur TV Sud. Toute la rédaction vous donne rendez-vous le 7 janvier pour le retour de l'info sur votre chaîne locale. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout de très belles fêtes de fin d'année.